Mesdames et messieurs, bienvenue. J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le Dr Martin Olin avec sa lecture d'œuvre Carl Larsson, Aquarelle de scène domestique suédoise. Martin Olin est vice-directeur de collection de recherche au Musée national de Stockholm. Et après ses études à l'Université de Lund avec la thèse de Karolinska Portrait, idéologie, iconographie et identité, en étude sur les portraits calédoniens, il a conduit une recherche très vaste sur l'art scandinave, italienne et française, grâce aussi à ses compétences linguistiques. Il a traité en particulier le dessin et les gravures d'époque baroque, donc celle de l'architecte Nicodemus Tessin. En outre, le Dr Olin a été vice-directeur de l'Institut suédois à Rome, avec des lectures sur l'architecture baroque. Dans les dernières années, il s'est consacré à l'étude de la peinture suédoise du XXe siècle, XXe siècle, comme Anna Boberg et Carl Larsson, dont il va parler dans quelques instants. Merci beaucoup. Bonjour. À l'automne 1906, la maison d'édition Bonnier publiait Spadarvet, mitt lilla lantbruk, Spadarvet, ma petite ferme. Un ouvrage illustré de 24 reproductions d'aquarelles et de dessins en blanc et noir, accompagné d'un texte d'introduction écrit par Carl Larsson. Larsson, né en 1853, était un artiste désormais célèbre qui, après des débuts difficiles et des luttes contre l'établissement artistique et ses propres démons, était parvenu à se faire un nom. Les commandes officielles des fresques pour des institutions nationales à Stockholm, telles que le Théâtre national, l'Opéra royal et le National Museum en particulier, lui avait apporté le prestige et une certaine sécurité financière. Les aquarelles décrivant la vie domestique et les intérieurs de la maison familiale de Lilla Hyttnes à Sundborn, près de Falun, en province d'Ällekarli, avaient d'abord été exposées lors de l'exposition d'art industriel de Stockholm en 1897, où elles ont rencontré un large succès. Elles furent ensuite publiées en 1899 par Bonnier dans un album best-seller sous le titre « Et Hem », Notre maison. Notre maison et ses éditions ultérieures à l'international apporta à la famille Larsson la célébrité, sinon la richesse. C'est grâce à cet album que les intérieurs de Lilla Hyttnes, dans un style arts and crafts idiosyncratique créé par Larsson et son épouse Karin Berger, ont acquis un statut d'idéal domestique pour des millions de personnes. Et je montre ici quelques exemples. Et sont les deux vues d'intérieur, et il y a une troisième, d'un petit salon meublé dans le style du XVIIIe siècle, mais assez informel avec des meubles peints en blanc, etc. Ici, on voit la chambre du lit de Larsson avec le lit et ses étagères construites sur place. Ici, une vie invernale de l'extérieur. Voilà, et voici la pêche aux écrevisses, une fête de famille et le petit déjeuner sous le boulot. Et la préface à notre maison fait en effet figure de texte fondateur de do-it-yourself suédois, avec ces explications sur la façon de bâtir 2 pièces habitables à partir d'un petit hangar, ou bien d'organiser un petit coin de jardin sous un boulot. Quant à Spadarvet, Larsson a produit les aquarelles pour ce nouvel album au cours des 2 années précédant leur publication en 1906, en choisissant des sujets autour du cycle des tâches saisonnières à la ferme de Spadarvet, également située à Sundborn, tandis que notre maison de 1899
illustre la vie domestique au fil de l'année à Lilla Hyttnes. À l'origine, un chalet, donc je vous montre plutôt Lilla Hyttnes. À l'origine, un chalet d'été agrandi dans lequel les Larsson ont déménagé définitivement. Le concept de Spaarderwet était de célébrer le travail et la vie dans une ferme, dans une vraie ferme. Et j'insiste sur ce point, car je sais par expérience qu'il est facile de mélanger ces deux séries d'aquarelles. Les aquarelles ont le même format horizontal, sont proches dans le temps et le style, et ils montrent la vie dans le même village avec les mêmes membres de la famille apparaissant dans les deux. Mais en termes de classe sociale, les différences sont claires, même si Larsson essaie consciemment de brouiller les pistes, comme je vais exposer ici. Notre maison montre la vie d'une famille bourgeoise d'artistes qui, pour des raisons idéologiques et esthétiques, a choisi d'adopter dans leur style de vie des traditions et habitudes locales. Tandis que ce qu'on voit dans Spaarderwet est le vrai travail de la ferme exécuté par le fermier et sa femme qu'on voit ici, et la femme que désigne Larsson, qui loue le terrain et des ouvriers agricoles employés. La famille Larsson, propriétaire terrienne, y apparaît quelquefois, mais quand on les voit travailler, c'est soit de l'entraînement, comme on voit aussi la présence de Larsson dans seulement l'ombre de l'artiste se voit, et ici aussi son présence d'artiste est visible dans cette caisse avec l'adresse en anglais pour une exposition en Amérique, avec ses œuvres qui donc après est tournée à Lilla Hyttnes. Et donc l'adresse devient aussi la signature. La famille Larsson, propriétaire terrienne, y apparaît quelquefois, mais quand on les voit travailler, c'est soit de l'entraînement. Ici, par exemple, il y a des enfants petits de Larsson qui jouent un peu à travailler aussi, soit des tâches acceptables pour leur statut social, comme par exemple mettre des fruits en conserve dans le verger. Et on voit ici la femme de Larsson, Karin, en sa robe réforme qui va prendre les pommes. Quand Larsson acheta la ferme Spaarderwet en 1897 comme investissement et comme source de produits pour sa famille, la publication de Spaarderwet, peut-être plus que l'acquisition de la ferme en elle-même, confirme sa nouvelle identité en tant que membre de la classe paysanne terrienne, à laquelle il fait fréquemment allusion, quoique ironiquement, dans son texte d'introduction. Lui-même avait des origines urbaines pauvres, tandis que sa femme, Karin Berger, venait d'une famille bourgeoise aisée. Dans le texte, il revient sur ses ancêtres en précisant qu'il vient de la campagne du côté de son père, un héritage qu'il prétend sentir dans ses veines à plusieurs occasions. Dans les commentaires de Larsson, on sent clairement la fierté qu'il a pour sa ferme et sa propre compréhension récente de ce qui se passe dans ces illustrations, mais aussi qu'il manque d'expérience pour les tâches effectuées. Il s'identifie également à celui qui est menacé par des infractions récentes, réelles ou imaginaires, sur les droits de propriété et se plaint de la perte d'anciennes traditions. Le but de l'acquisition de la ferme sur le long terme était que son fils aîné, Ulf, se forme pour devenir agriculteur et prendre en charge la propriété.
Mais un drame personnel tragique survient. Ulf meurt à l'âge de 18 ans d'une appendicite, alors que Larsson peint ses aquarelles. Il rend d'ailleurs compte dans l'introduction de la douleur que cette perte procure à la famille. On peut suivre l'évolution du projet de cet album d'aquarelle dans la correspondance qu'entretiennent Carl Larsson et son éditeur Carl Otto Bonnier entre 1904 et 1906. Larsson envoie à Bonnier des lots d'aquarelles finis que l'éditeur achète pour lui-même, et ils sont toujours aujourd'hui dans la collection de la famille Bonnier à la Villa Nedre Manila. Même si le ton et la motivation derrière l'album Spadarvet étaient jusqu'à un certain point personnels, son thème correspond parfaitement avec un vaste mouvement qui traverse la Suède au tournant du siècle, dont le but était de contraindre une deuxième vague d'émigration. La première avait eu lieu dans les années 1860, et de contrecarrer la dissolution des structures traditionnelles et de la société suédoise. Ce mouvement se manifestait de différentes manières, avec des priorités différentes, économiques, sociales, religieuses, esthétiques, etc. La vague d'émigration vers les États-Unis était devenue une sorte de traumatisme national. De plus, l'union entre la Suède et la Norvège prend fin suite à des tensions plus ou moins nationalistes entre les deux pays. Enfin, la menace du socialisme effrayait les classes moyennes urbaines et la classe paysanne terrienne. Une question clé qui surgit fut celle de la disponibilité des terres agricoles. On s'était rendu compte que la Suède était suffisamment grande pour beaucoup plus de monde, mais ceux qui ont choisi d'émigrer le faisaient car il n'y avait ni terre cultivable, ni les structures économiques pour rendre rentable l'acquisition de terres agricoles en Suède. Une série d'initiatives politiques et économiques furent prises pour fournir des terres à des futurs agriculteurs. L'idée générale était conservative, mais on pensait aussi que la création de petites exploitations permettrait une transition plus douce d'une société agraire à une société industrielle. Donc, peut-être je fais voir encore ce dessin. En créant des petites exploitations, l'idée centrale de ce mouvement était de vacciner les propriétaires, même les petits propriétaires, contre le socialisme. Ainsi, la répartition de la propriété entre les pauvres et presque pauvres, mais sûr qu'il faut qualifier à certains égards comme radical, était aussi un moyen délibéré de freiner d'autres tendances radicales. À l'horizon pointait également la menace d'un conflit international. Toutes ces idées se reflètent dans l'introduction de Larsson à Spadarvet, le texte est très beau, très personnel aussi, avec des dessins en blanc et noir qui forment une décoration ultérieure. Dans ces phrases où il écrit comme ça: quand un ennemi étranger menace le pays, le paysan, comme toujours, défendra son pays par la nourriture qu'il produit par son sang qui coulera. Et la nourriture qu'il produit est par son sang qui coulera. Lui et ses fils mourront pour la patrie. Et il achève avec cette curieuse tournure, et je cite: comment vont agir, et il parle de la guerre qui verra, comment vont agir le grand Excellence et le membre de l'Union, c'est-à-dire un laborateur, non? Qu'est-ce qu'on dit? Travailleur? Hop.
travaillant. Et comment vont agir le grand excellence et le membre de l'Union? Sans doute de la même manière, mais il est quelque sorte plus certain que le paysan le fera. Donc, c'est-à-dire, le paysan est la défense plus sécure du pays. Et à quelques occasions, dans ce Spodarvet, Carl Larsson fait allusion à l'immigration. Et par exemple, ici, dans cette espèce de liste des participants des dessins, une espèce de liste de dramatis personae, où apparaît la famille de fermiers, mais dans la dernière ligne, il écrit que le monde paysan est en Illinois, aux États-Unis. C'est-à-dire, il n'est pas présent. Donc, c'est une absence qu'on ne voit, mais que l'auteur sent. Dans une étude classique datant de 1946, Heidenstam och sekelskiftet Sverige, je vais passer à cette citation. Staffan Björk donne une vision éclairée du contexte esthétique et idéologique du nationalisme romantique du début du XXe siècle en Suède. Et il aborde brièvement le mouvement des jeunes, Ungdomsrörelsen, ou en allemand Jugendbewegung. Aujourd'hui oublié, mais qui avait une forte présence dans la vie nationale durant quelques années, entre la crise norvégienne en 1905, quand la Norvège est séparée de la Suède, et la grève générale en 1909. Björk insiste sur son histoire et sa relation avec des mouvements similaires en Norvège et en Finlande. La nature de ce mouvement de jeunesse est difficile à saisir et j'utilise ici la description succincte de Björk pour un peu gagner clarté. Cela appelait tout simplement le mouvement des jeunes. Et par ce terme, on entendait les efforts déployés dans les pays pour rassembler les jeunes dans des réunions et des associations sans aucun lien de confession religieuse, politique ou absolutiste, et y réveiller et encourager une culture sociale et esthétique, la liberté de l'esprit et le sentiment patriote, la sobriété, le travail éducatif et l'artisanat. Nombre de ces réunions ont eu lieu en Dalecarlie. À l'occasion d'une de ces réunions à Falun, au cours de l'été de 1905, Larsson exposa ses aquarelles pour Spodarvet. On peut y voir là, je pense, une des manières dont ces images ont pu être perçues, dans le but de fournir aux jeunes couples la vision d'une vie simple, vraie et épanouissante, une vie encore disponible, mais en voie de disparition, menacée par l'attraction d'emplois sans âme dans les usines ou par un nouveau départ en Illinois. Les images de Larsson, de ce point de vue, en particulier celles de Spodarvet, sont ainsi devenues partie prenante du nouveau mythe du paysan incarnant l'esprit national que les autorités scolaires étaient particulièrement friands de diffuser par l'intermédiaire, par exemple, d'affiches scolaires, school plancher. On voit ici un exemple de 300 ans plus tard d'un autre artiste, mais employé dans les écoles. Il existait toujours des éditions bon marché et populaires de Spodarvet, où le texte semble presque aussi important que les images. Mais en règle générale, dans les éditions de la fin du XXe siècle, le texte a été supprimé et les illustrations en couleur sont devenues l'attraction principale. Les ouvrages illustrés de Larsson connurent
un grand succès, très intéressant, particulièrement en Allemagne. Une histoire fascinante en soi, mais que je ne vais pas développer ici. Et je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on a du temps pour des demandes ou des interventions. En quelle année et combien de temps il est resté à Grès-sur-Loing? En plusieurs périodes. Peut-être tout ensemble 300. Mais dans des périodes différentes, il est tourné en Suède et puis retourné en France. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi les textes ont disparu comme ça? Est-ce que vraiment c'est que l'esthétique qui a fini par prendre le pas sur voilà, les textes qui avaient été incorporés au livre initialement Les textes publiés dans le livre. Donc, il écrit dans une mode très idiosyncratique. Il y a un sens d'humeur qui est trop de son temps. Un texte pas très attractif, mais très important pour les comprendre, je crois. Et donc, mais les images sont toujours utilisées aussi pour des produits de tourisme, etc. Mais donc, ce lien fort avec le texte est un peu perdu. Oui, monsieur? Est-ce que des artistes suédois modernes et avant-gardistes acceptent l'héritage de quelqu'un comme Larsson? En l'opposant, je dirais. Mais c'est toujours un héritage pressant, pas oublié. Toujours, à Noël, il apparaît toujours les cartes postales, etc. Comme ça. C'est les originaux pour une maison. Celles-ci, qui sont peut-être plus connues, sont au Musée national de Stockholm, où je suis conservateur. Et les autres, pour Spadarvet, est toujours dans la collection de la famille Bonnier, qui est la plus grande maison d'édition en Suède. Et ils sont installés dans le vestibule de la villa de représentation qui était de la famille, mais maintenant qui est un peu utilisée pour la représentation avec les auteurs, etc. J'espère que ce sont des contre-types qui sont exposés. Pardon? J'espère que ce sont des contre-types qui sont exposés. Non, ils sont les originaux. Mais c'est un espace très, très sombre. Quand même, oui, je dirais. Donc, je m'excuse d'être brève, ça est presque jamais le cas, mais j'avais peur de parler trop. Il y en a beaucoup en dehors de votre pays. Des aquarelles. Oui, ce qu'on peut dire est que lui, Larsson, il faisait ses livres en une espèce de partenariat pour son éditeur, pour Bonnier. Et Larsson a commencé sa carrière comme illustrateur. Et puis, il a vu aussi une carrière de portraitiste en aquarelle, mais aussi en huile. Et puis, comme artiste monumental pour des fresques. Et il a apporté en Suède la connaissance perdue en Suède de faire les vrais fresques pour le Musée national, pour le vestibule. Donc, m'a toujours basé sur la ligne. Donc, la ligne et l'aquarelle étaient dans un mode, ils sont
son forme plus réussie, à mon avis, comme communication. Et donc, ces livres de Bonnières sont publiés tous les 200, tous les 300, avec des reproductions en couleur de ces aquarelles. Mais les aquarelles, hors ces deux séries desquelles je parlais, sont de différentes grandeurs et dans les collections particulières, dans les collections des musées, tout disparu. Mais ces deux séries de 24 sont ensemble toujours. Mais les aquarelles qu'on voit dans les musées et peut-être plus souvent dans les maisons de vente sont souvent des originaux pour les illustrations de ces livres, qui formaient une espèce de économique un peu sécure pour Larsson, mais il n'était pas trop payé, disons, trop tant payé de Bonnières. Mais Bonnières était une sécurité pour lui. La maison est visitable. Sa maison, la maison là, dans le Carly, avec des œuvres exposées, avec tous les meubles. Je devais faire voir aussi des photos de l'intérieur qui existent et presque exactement comme la réaction de presque tout le monde est que la maison semble plus petite que dans les illustrations. Il utilise une espèce de perspective efficace pour faire l'agrandir. Enfin. Mais ça, c'est visitable. Et donc, la propriété de la famille, des petits-enfants, ou des grands petits-enfants. Oui. Maintenant, vous avez parlé comment ces scènes voulaient un peu éviter la vague de migration. Oui. Mais finalement, peut-être si on n'a jamais, si on ne connaît pas ce contexte, on peut ne pas voir ça à première vue. Et est-ce que c'était plus explicite dans les textes ou c'était de façon très cachée? Moi, c'est un peu mon hypothèse, disons, mais dans le contexte historique, dans ces années, exactement dans ces années, c'est de créer une image très positive du futur des agriculteurs. Était une espèce de programme des intellectuels. Et donc, je pense absolument que peut-être lui, c'était pas un concept, mais c'était vraiment une présence dans le temps. Et donc, je pense qu'il est aussi efficace, non? Qui fait montrer le travail c'est le manure, ça? On dit manure? Ça, c'est fumier. Pas un sujet très pressant dans l'histoire de l'art. Comment vous pouvez expliquer aussi qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup dans l'esthétique qu'on accorde aux pays du Nord, notamment des intérieurs, justement des choses très très proches de ce qu'il peint lui, qu'il crée en fait dans son intérieur. Et aujourd'hui, quand on regarde des catalogues, quand on s'imagine des maisons des pays nordiques, on voit ces intérieurs-là, alors que c'est pas une réalité complète, qu'il la transforme, qu'il ajoute ses propres goûts, aussi un peu traditionnels. Comment ça se fait que ce soit ces images-là qui nous soient restées? Oui, j'ai compris bien ça. Cette image-là est une image iconique, disons, pour un style qui a été très imité, très aimé et très imité, et formant une espèce de rêve national presque de l'intérieur.
Et il faut dire aussi qu'il était une création aussi de la femme qui était plus pratique, disons, que Larsson, qui était d'un tempérament souvent déprimé, etc. Elle a été la pièce ferme de la famille. Je pense presque directement après l'exposition industrielle de 1897. Mais peut-être il y avait quelques passes. Magnus, vous savez? Non. Ce serait peut-être aussi un peu le prolongement paysan du style gustavien. Oui, exactement, c'est ça. Et donc, la famille de Corinne, qui était son père était riche, mais c'est un héritier de ses tantes. Et il avait peut-être des pièces du XVIIIe siècle qu'on a dépeint en blanc, en des autres couleurs plus fortes pour peindre. Ouais, on ne voit pas quoi les intérieurs. Mais cette approche un peu prenant des pièces de meubles, des meubles anciens, mais mettant les couleurs plus claires, plus en les faisant. Ouais. Il y avait beaucoup de... J'ai vu la conférence sur Amershol ce matin et je me suis demandé si, à cette époque-là, il y avait beaucoup de relations entre les Danois, les Suédois, les Finlandais, les Norvégiens, parmi les artistes. Plus d'aujourd'hui, en réalité, oui. On se connaissait aussi parce qu'on était ensemble en France. Ouais, à Grèce et à Paris, et il y avait des groupes très, très proches d'amis. Ouais. Thomas? Une question qui me travaille, mais je ne sais pas encore comment la formuler vraiment. Il y a un contemporain de Carl Anderson qui a à peu près les mêmes motifs, donc les portraits, les intérieurs, les Dalekali aussi, mais les styles, c'est tellement différent. Oui, mais ils étaient amis, ils étaient voisins, parce que la maison de Son n'était pas très loin, était 60 km, mais ils se voyaient, les familles étaient amies. Mais Son, il faut dire, était un maître d'aquarelle, mais pas le même espèce d'aquarelle. L'aquarelle plus maleriche, ça que serait... plus d'un style de peinture de l'huile. Mais Larsson a ce style basé sur la ligne et sur la ligne décorative aussi, et sur les estampes japonais avec les courants, avec les arias des couleurs séparées l'un d'autres, etc. Les idéaux très différents, comme vous avez dit. L'autre, Zorn, Z-Z-O-R-N, oui. Et le Musée du Petit Palais à Paris a fait récemment les 2 expositions de tous les deux artistes. Zorn était spécialiste propre de la peinture en aquarelle et en huile. Mais il ne faisait pas des œuvres monumentales, par exemple, jamais.
Donc, je vous remercie de cette conversation.